merci de m'avoir invité pour cette journée dédiée à la douleur en santé mentale, de façon à intervenir autour d'un thème qui est un thème très souvent évoqué dans le domaine de la douleur, qui est celui des rapports entre la douleur et la dépression, en sachant que la dépression elle-même est une histoire clinique, un concept très important en médecine. Certains même ont souvent critiqué la volonté presque hégémonique de ce concept. Qui n'est pas dépressif, qui n'a pas souffert de dépression? La dépression étant parfois assimilée à toute souffrance humaine. Les orientations de notre centre, de notre consultation de la douleur, sont, je dirais, les orientations habituelles d'une consultation de la douleur. On est amené à rencontrer des patients douloureux chroniques qui souffrent de différents problèmes, le mal de dos, les céphalées, les douleurs articulaires, bien sûr les douleurs liées au cancer, des douleurs post-opératoires. Plus la médecine sauve de vie, plus on opère des gens et plus malheureusement on crée des séquelles, et ces séquelles sont souvent douloureuses. Parmi ces problématiques douloureuses, on est amené, nous, à rencontrer beaucoup de patients souffrant de douleurs dysfonctionnelles, dont nous parlerons peut-être un peu plus tard, dont la fibromyalgie. Une de nos spécialités aussi, peut-être parce que je suis psychiatre, c'est d'avoir essayé de développer les traitements non médicamenteux qui sont une des réponses. Ce n'est pas la réponse, mais ce n'est pas non plus une réponse minime que l'on peut offrir aux souffrances, et en particulier à cette souffrance qu'est la douleur. Si on parle ici de douleur et dépression, c'est une affirmation très habituelle en médecine, c'est que les patients qui ont des douleurs chroniques, c'est que probablement ils ont un problème psychologique. Pour que cette douleur dure, n'est-ce pas, il faut bien qu'il y ait une raison. Et puisque la médecine, ou d'un point de vue organique, on n'arrive pas à comprendre, c'est que probablement c'est psychologique. Et le diagnostic qui est le plus communément évoqué, et d'ailleurs un diagnostic qui est quand même bien connu de la part des médecins, c'est le diagnostic de dépression. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que les patients douloureux chroniques sont tous dépressifs? Est-ce que la dépression ça donne de la douleur? Quels sont les liens cliniques? Quels sont les liens épidémiologiques? Quelles sont les explications éventuellement qui peuvent être partagées entre ces deux concepts? Quels sont les traitements? Y a-t-il des traitements communs? Ce sont les questions que je vais être amené à aborder vous verrez, en accompagnant cette présentation de quelques représentations des tableaux des droits d'auteur. Il y a en effet une clinique commune entre la douleur et la dépression. La douleur qui a été décrite dès le milieu du XXe siècle comme une véritable maladie lorsqu'elle devenait chronique, ce que François Bourreau appelait, à l'instar de certains de ses prédécesseurs, un syndrome douloureux chronique. Et vous voyez en rouge, pour ceux qui sont dans les premiers rangs, parce que je sais qu'au fond on voit moins bien, mais on voit que chez les patients douloureux chroniques, un certain nombre de signes cliniques sont finalement des signes dépressifs, comme la tristesse, comme les troubles du caractère, la perte des intérêts, la fatigabilité, les troubles de l'attention, l'insomnie. Et ces éléments cliniques qu'on retrouve chez les patients douloureux chroniques, on les retrouve d'ailleurs dans les questionnaires qui sont utilisés en routine pour l'évaluation de la douleur chez les patients admis dans les consultations de la douleur, comme le questionnaire douleur de Saint-Antoine, où les derniers items, je vous l'ai dit, sont notés déprimante ou suicidaire. Est-ce que votre douleur est déprimante? Est-ce que votre douleur est suicidaire? On s'aperçoit qu'énormément de patients répondent oui, c'est déprimant de souffrir tout le temps. Suicidaire, on ne m'avait jamais posé la question aussi abruptement, mais oui, il y a des jours où je me dis que vraiment je me pose la question de savoir si ça vaut la peine de continuer à vivre comme ça. Il y a ici certains d'entre vous qui travaillent en psychiatrie de liaison, et vous savez qu'en psychiatrie de liaison, cette psychiatrie implantée dans les hôpitaux généraux, quand on rencontre des patients suicidants, des patients qui ont fait des tentatives de suicide, parfois, certains de ces patients motivent leurs gestes par l'existence d'une maladie chronique qui les submerge, qui les envahit, et comme la douleur d'ailleurs, la douleur en est un motif de tentative de suicide. Et dans les évaluations de la douleur, on s'aperçoit que quand on évalue le retentissement de la douleur sur la vie quotidienne, l'humeur
ou le goût de vivre sont des items volontiers explorés, qui doivent être explorés quand on fait un bilan de douleur. Tout le monde ici n'est pas psychologue ou psychiatre, et je suis sûr que vous connaissez bien la clinique de la dépression, mais après tout, ça peut être l'occasion de revoir un petit peu cela. La clinique de la dépression, c'est l'association d'un certain nombre de symptômes affectifs, cognitifs et somatiques, d'une triade dans laquelle quand même le symptôme dominant, c'est quand même la tristesse, alors qui s'exprime de façon variable, parce que ça peut être une perte du goût de vivre, mais qui est marquée peut-être par un désintérêt, la perte de la capacité à éprouver du plaisir pour les choses qui naguère étaient agréables, est sûrement un symptôme très important à repérer pour ceux d'entre vous qui, dans leur pratique professionnelle, ont besoin de dépister parfois des troubles dépressifs. On associe à cette tristesse aussi la douleur morale. Alors on pourrait en débattre, mais la douleur morale n'est pas le versant psychologique de la douleur physique. La douleur morale, c'est un symptôme psychologique, psychiatrique, qui est en fait le symptôme d'une grande souffrance psychique, qui d'ailleurs a une valeur assez forte en termes de gravité du trouble dépressif. On parle beaucoup de syndrome anxio-dépressif, de troubles anxio-dépressifs, et puis les idées suicidaires qu'il est indispensable d'évoquer, parce que derrière les idées suicidaires, il y a le risque suicidaire, il y a le suicide, et le suicide, c'est au moins 12 000 personnes qui décèdent par an. C'est un problème de santé publique majeur dans notre société, et c'est le risque majeur de la dépression, même si la première conséquence de la dépression, c'est d'altérer la qualité de vie. On entend que derrière, il y a un risque vital. Et puis, dans cette dépression, il y a plein de symptômes somatiques. Les psychiatres évoquaient souvent l'insomnie matinale, la perte de l'appétit aussi, l'amaigrissement, et nombreuses plaintes somatiques, parmi lesquelles on retrouverait la douleur. Alors, est-ce qu'il y a de la dépression dans la douleur? Est-ce que les patients douloureux, alors là on voit une très belle étude rétrospective, mais qui est une méchante moquerie de Craig, ce psychologue anglais, qui en 1989, dans Textbook of Pain, une bible de la douleur, disait, si on en croit les spécialistes, les scientifiques, les patients douloureux sont dépressifs selon une fourchette comprise entre 10 et 100%. Conclusion de Craig, vous ne savez pas de quoi vous parlez. 100% de patients douloureux chroniques dépressifs, c'est-à-dire 100% des patients qui ont des maladies chroniques, dont la douleur chronique, ont des éléments dépressifs, de la tristesse, mais la tristesse ne suffit pas à porter le diagnostic de dépression. 10% c'est peut-être un bien peu, 10% ça ne représenterait finalement que les dépressions les plus sévères. On verra ce qu'il en est, et ce chiffre finalement varie selon le point de vue et selon aussi les questionnaires qui sont utilisés. Quand on examine, quand on réalise une classification multi-axiale d'un trouble psychiatrique selon les manuels américains qui sont imposés maintenant depuis une trentaine d'années, un patient lombalgique, souffrant d'une douleur liée à un cancer, d'une algodystrophie, d'une fibromyalgie, que sais-je, peut aussi être dépressif, et il aurait donc dans ce cas-là un diagnostic de dépression sur l'axe 1 du DSM-4. Il peut avoir aussi une personnalité anxieuse. On voit donc sur ce genre de classification la possibilité de faire coexister des approches, des conceptions multimodales, multidimensionnelles, qui sont en général bien acceptées dans le milieu de la douleur et qui sont acceptées depuis très longtemps dans le milieu de la santé publique. Parce qu'après tout, l'organisation des secteurs, cette organisation démogéographique de la psychiatrie publique en France, à partir de 1960, dans la composition de son équipe, reflète bien la conception scientifique qui était à l'œuvre, à savoir la maladie mentale ou la souffrance psychique, on peut appeler cela, enfin, tous ces troubles-là sont bien des troubles biopsychosociaux. Tu peux regarder la composition des équipes.
Alors, est-ce qu'il y a de la douleur dans la dépression? Est-ce que quand on fait la dépression, c'est la grosse étude épidémiologique américaine, STAR-D, eh bien oui, on voit que chez les patients dépressifs, nombre d'entre eux sont douloureux. 77% des patients dépressifs dans cette grande étude américaine ont des douleurs, et pour 24% des patients, c'est de la douleur chronique. Dans une étude équivalente européenne, on voit même qu'à 6 mois, les patients, 30% des patients, plus de 30%, restent concernés par la douleur. Chez les patients hospitalisés en psychiatrie, on est en Espagne, mais les choses doivent être proches dans notre pays, la prévalence de la douleur est de près de 60%. Les douleurs, voilà les douleurs que peuvent ressentir les patients, si l'on en croit les études qui ont été réalisées. Des douleurs musculaires pour plus de 60% des patients, des céphalées pour près de 60% des patients, des cervicalgies pour, pareil, près de 6 patients sur 10, des lombalgies pour près de la moitié des patients, des douleurs thoraciques, des douleurs abdominales, diverses douleurs articulaires. Voilà plein de causes, de localisation de la douleur chez les patients dépressifs. On a vu donc des données qui étaient épidémiologiques, peut-être quelques éléments complémentaires d'un point de vue épidémiologique. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien la dépression caractérisée et majeure, qui représente à peu près quand même 90% des dépressions, a une prévalence vie entière en population générale qui est assez importante, puisque selon le sexe, un peu moins chez les hommes et un peu plus chez les femmes, ça varie de 5 à 25%, avec ce qui est intéressant, parce que c'est pas toujours su, pas toujours admis par les gens en dehors des milieux de la santé mentale, c'est que la guérison, à 1 an, elle est de 50 à 70%, et certains font même monter ce chiffre à 80%. Donc on peut estimer que 7 à 8 patients sur 10 dépressifs, au bout d'1 an, sont guéris. Alors certes, il y a des récurrences, 1 à 3 fois sur 10, et puis il peut y avoir de la chronicité. Et en fait, les patients auxquels on pense, quand on dit ben non, on n'arrive pas à traiter la dépression, c'est bien évidemment les patients qui nous posent problème, c'est-à-dire les patients les plus chroniques. Mais ceci ne résume pas l'évolution de la dépression sous traitement. Des études ont été faites sur les rapports entre dépression et douleur chronique, là encore aux États-Unis. Et en étudiant la prévalence sur une période d'1 mois de la dépression dans une population californienne, on trouvait une prévalence de 6%, ce qui est quand même assez considérable. Eh bien, la moitié de ces patients-là étaient des patients douloureux. Et on notait que pour la moitié des patients, la douleur était même apparue avant la dépression. Alors, est-ce que c'est un signe avant-coureur? Est-ce que c'est la dépression qui est une conséquence de la douleur? Les questions peuvent rester pour l'instant en suspens. Et si l'on regarde en population générale la fréquence de la dépression chez les patients douloureux chroniques, on s'aperçoit qu'en population générale, donc en ambulatoire éventuellement, c'est quand même à peu près 20% des patients douloureux chroniques qui souffrent de dépression. Quand on regarde ce qui se passe dans les consultations de la douleur, CETD, consultation ou centre de traitement de la douleur, la fourchette elle est comprise entre 30 et 60% selon les outils. C'est-à-dire que si on regarde tous les troubles dépressifs présentés, qui peuvent être représentés par des patients, c'est quand même 64% des patients reçus en consultation de la douleur qui présentent un trouble dépressif, ou parmi lesquels on a cité également la dysthénie, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, une dépression d'évolution chronique et un peu fluctuante, dont l'intensité est parfois moins caractérisée, mais qui est, par sa chronicité, gênante ou facilement repérée, à la fois par les patients et par les proches. Alors je ne vais pas aborder les explications physiopathologiques et psychopathologiques en raison du temps qui m'est imparti, mais simplement on restera autour d'une question: qu'est-ce qui précède, qu'est-ce qui commence la douleur ou la dépression? Quand même, ce qui apparaît à travers les études, c'est que bien souvent, c'est bien la douleur qui a commencé. Même les études faites par les psychiatres sur la dépression
Si vous ne voulez pas rentrer dans le débat, parce que c'est un débat qui est souvent un débat qui est complètement inféodé aux a priori théoriques, pour la position des professionnels de santé, les gens de la douleur disent que c'est la douleur qui a commencé, les psychiatres disent que c'est la dépression qui a commencé. Et ce qu'on fait, on est face à un patient qui est à la fois douloureux et dépressif, au moins utilisons le concept de comorbidité de façon à prendre en charge ces deux souffrances simultanément. Et on a intérêt à le faire quand on voit ce qui se passe dans une population de patients suivis en cancérologie et qu'on étudie la fréquence de la douleur et de la dépression dans une étude américaine relativement récente. On voit qu'en cancérologie, 32% des patients ont une dépression, 24% ont une douleur, et 44% ont à la fois une dépression et une douleur. Les effets sur la qualité de vie de ces deux troubles, la dépression et la douleur, s'additionnent. Et ce qui est tout à fait éprouvant, tout à fait terrible, c'est que la plupart des patients ne recevaient pas de soins, ni pour leur dépression, ni pour leur douleur, dans cette étude-là. Même si on sait que dans bon nombre de pays, la prise en charge de la douleur a connu des progrès considérables. Et puis une question, c'est juste une toute petite remarque, parce que c'est malheureusement notre avenir, et peut-être malheureusement l'avenir des consultations de la douleur, c'est les douleurs post-opératoires, les douleurs chroniques post-opératoires, plus on opère et plus on produit de douleurs. Sachez quand même que l'état psychologique préalable à une intervention chirurgicale prédit la douleur post-opératoire, prédit d'ailleurs les complications. On sait que quelqu'un qui est très angoissé ou très dépressif au moment d'une intervention chirurgicale risque d'avoir des suites difficiles. Et ce n'est pas les psychiatres qui ont montré ça. Hein. Les premiers à avoir montré ça, ce sont les anesthésistes qui ont montré ça il y a longtemps déjà. Alors, qu'est-ce qui commence? Ben, on ne le sait pas, et je vous dis finalement le modèle plurimodal ou interactionnel, où la notion de comorbidité, c'est ce qui est le plus intéressant, et ce qui a d'ailleurs été valorisé par les services de rhumatologie, en montrant l'importance de l'interface entre la douleur et la dépression, certains insistant d'ailleurs sur la fibromyalgie comme un modèle d'étude. On peut finaliser dans ce modèle multidimensionnel de la douleur qu'on doit à François Bourreau, dans la dernière version qu'il avait émise de ce modèle, où vous voyez que la douleur, c'est à la fois ce que l'on ressent dans son corps, mais aussi ce qu'on ressent dans son esprit, l'expérience à la fois sensorielle et émotionnelle, en fonction de maladies, de mécanismes générateurs qui sont variables, et notamment psychogènes et fonctionnels, qui sont peut-être des mécanismes plus particulièrement importants dans les propos que je tiens devant vous aujourd'hui, compte tenu aussi d'un contexte culturel, éducatif, familial, professionnel, sanitaire, les expériences qu'on a pu avoir dans sa vie, mais aussi génétique. On découvre de plus en plus de facteurs génétiques prédisposant à la douleur. J'en arrive enfin aux aspects thérapeutiques. On s'aperçoit que quand les gens ont des douleurs, ils ont tendance, et qu'ils sont par ailleurs dépressifs, ils ont tendance à demander moins fréquemment une aide médicale, et en plus cette aide médicale est retardée. Quand les gens ont un problème somatique et qu'ils sont dépressifs, on retarde le diagnostic de dépression, on retarde la prise en charge, et vous voyez que ça peut quasiment doubler au niveau du retard de prise en charge. Les traitements de la dépression et de la douleur associent, comme c'est habituel en santé mentale, divers traitements, et notamment des psychothérapies et des chimiothérapies. Pour les psychothérapies, et j'ai repris simplement des travaux relativement récents, dans une orientation là, qui est plus, vous le voyez, cognitivo-comportementale, c'est parce que les publications internationales ne sont que dans le domaine comportemental et cognitif, les auteurs insistent sur l'intérêt de réduire la dramatisation et les évitements qui sont pour eux communs entre la douleur et la dépression, les patients ayant les mêmes comportements, les mêmes pensées ou les mêmes dysfonctionnements cognitifs.
On peut utiliser des méthodes communes que connaissent les comportementalistes, qui sont la désensibilisation systématique ou l'exposition in vivo. Et puis on utilise aussi d'autres thérapeutiques, d'autres approches cognitives, on critique notamment les erreurs de croyance des patients, et on cherche aussi à développer les aptitudes plus positives, les stratégies d'ajustement, ce qu'on appelle le coping dans ce terme, dans la recherche anglo-saxonne, en essayant de faire en sorte que le patient, en dépit de sa souffrance, arrive à s'engager dans sa vie et parfois à accepter quelques résidus de la douleur. Pour faire savant ou pour faire mon malin, je sais pas, je n'ai pas résisté au fait d'évoquer des nouvelles approches thérapeutiques qui sont les stimulations magnétiques transcrâniennes répétitives. Alors c'est pas le quotidien encore, hein, mais ces techniques ont été développées au début dans le domaine de la dépression. Vous voyez, ça a quelques années, au milieu des années 90, et c'est arrivé plus récemment dans le domaine de la douleur. C'est pour ça que je voulais en parler. Et certains auteurs disent que ces techniques qui sont remarquablement efficaces dans certaines dépressions résistantes, dans certaines douleurs chroniques, pourraient même finir par prendre une place tout à fait prioritaire dans les traitements de la douleur et les traitements de la dépression chez les personnes âgées, dans la mesure où ce sont des traitements qui sont remarquablement bien tolérés. Est-ce qu'il y a d'autres traitements non médicamenteux? Mais il y en a plein. Alors là, j'ai pris l'acupuncture et pourquoi pas la danse. En fait, si j'ai choisi cela, c'est presque pour prendre le contre-pied de, je suppose, comme moi, vous pensez, vous espérez que les traitements non médicamenteux ne remplaceront pas la chimiothérapie, mais enfin pourquoi pas, ou en tout cas peuvent être remarquablement efficaces. Ils peuvent être remarquablement efficaces, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de preuve scientifique de leur efficacité est encore assez faible. Alors on leur accorde toujours un avantage très très fort, ça va même très loin. Sachez par exemple que la sécurité sociale, à qui on reproche plein de choses, mais enfin la Sécu c'est nous. Donc c'est nous qui faisons évoluer la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale rembourse par exemple la neurostimulation transcutanée dans des situations de douleur. Et d'ailleurs aujourd'hui elle rembourse dans toutes les situations de douleur à partir du moment où c'est prescrit par des professionnels de santé formés, c'est-à-dire des médecins de la douleur, et peut-être même de préférence exerçant dans une consultation de la douleur. C'est ça la garantie si vous voulez. Alors que les scientifiques les plus purs vous diraient, bien sûr que ça a l'air de marcher, mais aujourd'hui on n'a pas les preuves absolues que la neurostimulation transcutanée que vous utilisez dans certaines douleurs soit réellement efficace, et en tout cas on n'a vraiment pas la preuve que ça soit plus efficace que certains médicaments qui sont, eux, tout à fait validés d'un point de vue scientifique. Donc sachez qu'il y a plein d'études qui montrent que l'acupuncture est remarquablement efficace dans certaines douleurs, mais aussi des études qui concluent à l'absence de preuves d'efficacité. Et c'est pas parce qu'on y croit, c'est pas parce que c'est publié d'ailleurs. Les spécialistes des revues internationales, en voyant l'intitulé des revues dans lesquelles je suis allé chercher ces articles, se disent « mais c'est quoi ces revues ?» En fait, il existe des revues dans tous les domaines. On n'imagine pas le nombre de centaines de revues médicales qui existent. Vous vous rendez compte, il y a une revue qui s'appelle The Arts in Psychotherapy. Donc, des activités artistiques. Et ce sont des revues qui sont plus des revues de témoignages que de recherche scientifique. Donc, c'est pas parce que c'est publié dans ces revues-là que ça marche. Moi, j'ai tendance à regarder cela avec les yeux de chimène, mais ça m'intéresse. Oui, j'aimerais bien que ça marche, mais il n'y a pas de preuves scientifiques. Donc, les études sont en attente. Et on conclut à la nécessité d'associer les traitements médicamenteux et non médicamenteux. Alors, est-ce que ça marche, les traitements médicamenteux? Oui, ça marche. D'ailleurs, les mauvaises langues disent c'est bien parce qu'on a inventé les antidépresseurs qu'on a pu enfin s'attaquer à la dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? C'est l'entité clinique qui est guérie par les antidépresseurs. Et ce que je vous dis peut vous paraître bizarre, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans les années 60, quand on a créé les antidépresseurs. On a promu
le concept de dépression, pour lequel les antidépresseurs étaient la réponse. Il faut reconnaître que les laboratoires pharmaceutiques ont eu un poids considérable dans le développement, la compréhension et le traitement de ce concept qui est, vous l'admettez tous, hein, quand même une immense souffrance pour ceux d'entre nous qui l'éprouvent. Alors, eh ben, ça marche, le traitement médicamenteux, au moins 7 fois sur 10, ça marche. Ce qu'on dit aux médecins, c'est de prescrire selon ses habitudes. Vous avez vos habitudes, il y a des médicaments que vous connaissez, prescrivez. C'est pour ça que volontairement, je n'ai pas noté de nom de médicaments. En gros, dans la dépression, les médicaments se valent. Enfin, dans la prescription de première ligne, j'entends. Ce qui est important pour les médecins de la salle, mais ils le savent, c'est qu'il faut traiter à dose efficace. Donner un petit peu en se disant peut-être que ça peut aider un petit peu, ça ne sert à rien. Donc il ne vaut mieux pas le faire, sauf s'il y a une indication particulière. On sait que les antidépresseurs très cycliques à petite dose peuvent avoir une efficacité, par exemple, sur le sommeil ou sur la douleur. Il faut attendre suffisamment de temps, en général 6 semaines, même si les plus fins cliniciens d'entre vous savent que dès la 2e semaine, on a parfois des débuts d'indicateurs. Ça a été prouvé. Il faut s'assurer de l'observance. Ils sont nombreux, les patients, à ne pas prendre leur traitement. Vous voyez ça ? 28% des patients arrêtent le traitement dès le 1er mois et ils sont presque la moitié à avoir arrêté leur traitement antidépresseur dans les 3 premiers mois. Alors les traitements médicamenteux, qu'est-ce qu'on fait en cas de douleur associée à la dépression? On est bien embêté déjà, le patient d'abord est embêté, mais aussi les équipes soignantes, puisque quand il y a des symptômes somatiques associés à la dépression, on guérit moins les gens. Alors, au lieu de les guérir dans près de 40%, un peu plus de 40% des cas dès la première prise médicamenteuse, on en guérit ou on en améliore que 30%. Donc en cas d'échec, on est amené à faire des combinaisons médicamenteuses. On peut aussi, et là ça pourrait être une publicité pour certaines molécules, rechercher des molécules qui sont efficaces à la fois sur la douleur et sur la dépression, et vous le savez peut-être, les molécules mixtes à la fois sérotoninergiques et noradrénergiques ont montré une supériorité d'efficacité conjointement dans la douleur et la dépression, alors qu'au niveau de la dépression, elles sont aussi efficaces. On pourrait d'ailleurs décliner ce que je viens de vous dire à propos d'un trouble particulier qui est la fibromyalgie, mais on n'a plus le temps. Simplement, vous voyez sur ces recommandations, c'est mon avant-dernière diapositive, sur ces recommandations des rhumatologues européens, que le traitement de la fibromyalgie, ce trouble douloureux, diffus, dysfonctionnel, est fondé dans un premier temps sur des approches non médicamenteuses, puisque ce qui est prôné par les rhumatologues européens, c'est la balnéothérapie, les activités physiques adaptées, les approches de psychothérapie, et ce qui est validé d'un point de vue scientifique, c'est les thérapies cognitivo-comportementales. Il liste ensuite d'autres thérapeutiques non médicamenteuses, dont l'acupuncture, que j'évoquais tout à l'heure. Et ça n'est que secondairement, dans cette liste en tout cas, qu'ils évoquent les antalgiques classiques et d'autres traitements médicamenteux spécifiquement antalgiques, que sont certains antidépresseurs et éventuellement certains antiépileptiques. Ma conclusion, donc, vous avez vu à travers cet exposé la proximité, je vous ai rappelé la proximité clinique, mais aussi thérapeutique de la dépression et de la douleur chronique, avec peut-être des pistes pour mieux évaluer les deux entités qui coexistent souvent et mieux les traiter. Et on peut, en guise de conclusion, souhaiter une collaboration, un rapprochement entre les structures dédiées à la douleur, les consultations de la douleur, et la santé mentale.